y a d'autres recherches que vous pensez qu'on ne parle pas assez, mais qui sont importantes à mentionner, auxquelles vous participez ou d'autres chercheurs? Je pense que dans les maladies chroniques, il n'y a pas seulement les maladies des gens âgés, il y a les maladies des enfants également. L'autisme par exemple. Et 150 000 enfants en bas âge. en France, oui. Enfin, et ce nombre augmente constamment, ça depuis une vingtaine d'années. Donc c'est une véritable épidémie maintenant. Alors il y a bien sûr beaucoup de causes qu'on peut invoquer, mais en tout cas ce que nous avons observé, c'est qu'il y a une piste infectieuse assez solide, c'est-à-dire qu'on détecte des signaux d'origine bactérienne dans le sang de ces enfants très souvent. Et la chose très importante, c'est que si on traite ces infections latentes par des antibiotiques à long terme, on guérit ces enfants, au moins plus d'un sur deux. Parlez-nous de cette bactérie Borrelia, parce qu'elle semble, certains groupes de médecins, dont Crodimed, si je ne m'abuse, disent que 80% des Français ont cette bactérie. Elle semble être la même bactérie que la maladie de Lyme. Et il y a aussi un rapport avec l'autisme. Parlez-nous de cette bactérie, parce que ça commence à préoccuper pas mal de personnes. Là aussi, le problème, c'est que cette bactérie peut donner des infections chroniques. C'est normalement une bactérie transmise par des tiques. Oui. Et normalement, donc, l'infection peut être guérie par quelques semaines d'antibiotiques. Mais souvent, malheureusement, cette infection devient à l'état chronique et donne des effets extrêmement graves sur les articulations. Il y a ce qu'on appelle des neuroborrelioses, donc des effets aussi au niveau du cerveau, neurologique et psychique. Donc c'est une maladie à prendre très au sérieux. Et malheureusement, il y a un débat pour dire que l'infection chronique n'existe pas. Moi je crois justement du fait que nous détectons des signaux spécifiques de cette bactérie dans le sang d'un certain nombre de malades, l'infection chronique à long terme existe. Et il faut donc la traiter à long terme. Alors ceci dit, est-ce que toutes les maladies de Lyme sont causées par cette bactérie? Probablement pas. C'est un ensemble de bactéries. Un tic peut héberger jusqu'à 30 espèces de bactéries différentes et leur combinaison entre elles peut donner la maladie, pas seulement Borrelia. Et pour vous citer, donc, vous parliez de l'autisme, effectivement on détecte sur une minorité d'enfants cette bactérie dans l'autisme, mais c'est surtout associé à des signes neurologiques, notamment graves comme les épilepsies. Mais elle se traite de la même façon, donc par des traitements antibiotiques à long terme. Et est-ce que le problème effectivement, c'est que c'est sous-estimé par les médecins et donc souvent, en plus les tests ne sont pas très fiables, les tests sérologiques. Nous préférons utiliser des tests moléculaires, ce qu'on appelle la PCR, qui va détecter des traces de l'ADN de virus, et surtout notre fameuse technique des signaux qui permet aussi de détecter très précocement ces infections chroniques. Donc là aussi c'est quand même une maladie, on en parle très peu, il n'y a pas vraiment de budget derrière. Non, effectivement, c'est une maladie, on peut dire, générale, pas seulement en France, tout le monde entier est infecté. C'est pas, je dirais pas comme le sida, mais presque, c'est pas, en fait, cette bactérie est proche du spirochète de la syphilis. C'est la même famille que le spirochète de la syphilis. Bien sûr, la syphilis maintenant est beaucoup plus rare, mais elle est remplacée justement par la maladie de Lyme. C'est pas transmis sexuellement en général, d'ailleurs c'est transmis par les piqûres de tiques, mais aussi de la mère à l'enfant. Il y a probablement aussi d'autres voies de transmission qu'on ne connaît pas. Aux États-Unis, au moins, on voit clairement des panneaux qui préviennent les gens. Il y a un petit peu plus de prévention. C'est pareil, il y a plus de communication à ce niveau-là. Les gens ne sont pas avertis. C'est une association très puissante de malades ou de parents d'enfants atteints. Mais il y a aussi des grands débats parce que là, il y a des problèmes aussi économiques, n'est-ce pas? Souvent, aux États-Unis, les assurances sont privées. Il n'y a pas un système de sécurité sociale collectif, n'est-ce pas? Ce sont des assurances privées. Et celles-ci discutent point par point, si vous voulez, est-ce que la maladie est vraiment liée à la bactérie? Est-ce qu'on en trouve des traces dans les infections chroniques? Donc il y a des ensembles de médecins et de groupes d'assurance qui disent non, c'est pas remboursable parce que ça n'est pas lié à une bactérie. Le traitement antibiotique n'est pas remboursable parce qu'il n'est pas lié à une bactérie. Enfin, là aussi, les choses évoluent et moi, je pousse aussi, bien sûr, dans ce sens. Nous avons des contacts avec des associations américaines qui sont très concernées, bien sûr.
Et en France, comment on réagit quand vous avez ce même discours? Vous devez changer de discours? Quel est... Non, c'est le même discours, n'est-ce pas? Mais c'est très peu connu, alors qu'il y a des régions, en général, ce sont des animaux sauvages qui sont d'abord infectés par des tiques qui portent cette bactérie, mais du fait de la croissance des zones cultivées ou en rapport avec des maisons, ces animaux sauvages deviennent de plus en plus proches des animaux domestiques et de l'homme, n'est-ce pas? Notamment dans les campagnes. Et donc là, c'est un risque qui augmente. Est-ce que vous avez fait d'autres recherches au niveau de la maladie de Lyme? D'autres choses que vous aimeriez nous parler? En ce qui concerne la maladie de Lyme, nous avons des tests très précis, mais qui justement nous renseignent sur le fait que Borrelia, cette fameuse bactérie, n'est pas toujours impliquée. N'est-ce pas? Vous avez des maladies similaires qu'on appelle aussi Lyme, mais où il n'y a pas de Borrelia. Peut-être d'autres bactéries intracellulaires qui jouent le même rôle. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à ajouter à cette conversation? Il y a beaucoup de choses, mais quelque chose qui vous tiendra à cœur? On va insister sur le nouveau modèle qu'on doit instituer, un modèle de prévention. Oui. C'est fondamental et on dépense très peu d'argent finalement dans la recherche ou à la prévention. Donc ma proposition, c'est qu'on dépense 50% des crédits de recherche à la prévention. Alors là, qui dit prévention, bien sûr, il y a déjà l'éducation, etc., qui joue un rôle important, mais moi je parle surtout à la prévention par des méthodes médicales et scientifiques, n'est-ce pas? Et là on peut faire beaucoup. Nous avons des tests technologiques très avancés, mais qu'il faut valider, bien entendu, donc recherche et argent pour le faire. Les essais cliniques coûtent beaucoup d'argent. Et d'autre part, changer aussi les mentalités, c'est-à-dire à la fois changer les mentalités des médecins, qui seraient plus donc prêts à prévenir qu'à traiter par des listes importantes de médicaments, d'une part, et aussi éduquer nous tous, les citoyens, pour qu'on pense à prévenir en changeant son comportement, en faisant un certain nombre de tests régulièrement, parce que ces tests dont je parlais, résoxydants, infections microbiennes et virales, il faut les faire assez régulièrement. D'autant plus que plus on vieillit, plus notre système immunitaire décline, n'est-ce pas? C'est pas le sida, mais enfin c'est un déclin assez lent. Et parfois je dis d'ailleurs le sida c'est simplement l'extrême, si vous voulez, de la décroissance immunitaire, mais le vieillissement lui-même induit cette décroissance, n'est-ce pas? Et en plus les contacts avec l'environnement des villes, des radiations électromagnétiques, de la pollution, etc. Donc essayer bien sûr de prévenir ces facteurs d'environnement généraux, mais aussi donc changer notre comportement. Et puis aussi, il faut que les hommes politiques, justement, prennent conscience qu'il faut penser à long terme, n'est-ce pas? Cette nouvelle médecine peut coûter de l'argent, la prévention, les centres pilotes, etc. Mais à long terme, elle va rapporter, elle va au contraire diminuer les dépenses, parce qu'on n'aura pas cette charge de plus en plus lourde des personnes âgées dans les maisons de retraite, atteintes d'Alzheimer, ou le traitement des cancers et du sida d'ailleurs aussi, qui sont des traitements longs de chimiothérapie. Il est temps, et votre message j'espère va être entendu. Vous êtes écouté, hein, vous êtes écouté. Je sais qu'il y a plus d'une personne qui aimerait bien être à ma place là en ce moment, mais en tout cas j'encourage tout le monde à partager cette vidéo avec le plus de personnes possible, parce que c'est l'information, c'est une information qu'il faut, qui a besoin d'être entendue et puis d'être propagée comme un virus positif. Nous avons des moyens technologiques nouveaux qui sont encore peu connus et donc dont la médecine doit tenir compte. Ben, merci beaucoup. Je voulais juste une petite question en fait. Pourquoi avez-vous décidé particulièrement de faire la préface de ce livre, Une ordonnance pour la France, éditions Thierry Soucard, rédigé par le docteur Bizard? Pourquoi ce livre-là? Parce que je suppose que les propositions croulent. Il y a une convergence de concepts, d'idées, n'est-ce pas? Le docteur Bizard, lui aussi, pense qu'il faut faire un tournant de la médecine. D'ailleurs, il propose des étapes bien cadrées, auxquelles j'adhère. Et donc, je crois que c'était un bon moment de publier ce livre, au moment justement de débat électoral, etc. Peut-être que là, on va pouvoir essayer de faire changer les choses pour la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce moment. À bientôt.